Parfait. Donc, ça a commencé l'enregistrement. Sébastien, qui est professeur titulaire au département de management à HEC, qui collabore avec nous sur notre projet, donc l'accélérateur pour l'inclusion économique des personnes immigrantes, qui était aussi auparavant le pacte pour l'inclusion au travail des personnes immigrantes, qui est notre spécialiste expert en, en inclusion des personnes immigrantes, mais aussi en francisation à HEC, puisque maintenant, tu as là, corrige-moi Sébastien si je le dis correctement, c'est la chaire en francisation. Non, c'est la chaire de recherche du Québec sur les enjeux des mots linguistiques, l'évolution des mots linguistiques et les politiques linguistiques. Je suis co-titulaire de cette chaire qui est financée par le Fonds de recherche du Québec avec mon collègue Richard Marcoux de l'Université Laval, qui est démographe au département de sociologie de l'Université Laval. Et puis, on a aussi plusieurs co-chercheurs. On mène des recherches sur le plurilinguisme, francisation, évidemment. On a toutes sortes de projets là, qui tournent autour de toutes ces questions linguistiques, appelons-les comme ça. Et puis, donc voilà. Merci. Sébastien. Et puis on a Clémence Jarga aussi avec nous, qui est directrice des programmes à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Donc Clémence, si je ne me trompe pas, tu travailles sur l'accompagnement, des programmes d'accompagnement par rapport à la loi 96 à travers la Chambre de commerce. Ton expérience pratique va pouvoir nous illuminer un petit peu sur des pratiques concrètes que les entreprises peuvent mettre en place pour se conformer à la loi, mais aussi aller plus loin pour la mise en place de cette loi. Euh, Tout au long de la discussion, en fait, je vous invite à écrire dans le chat si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit pendant le webinaire. Vous pouvez les écrire dans le chat. Je pourrais y jeter un coup d'œil et poser soit votre question pendant le webinaire, soit à la fin, on va se garder un petit temps aussi pour des questions. N'hésitez pas à vraiment mettre vos questions dans le chat. Pour commencer, en fait, on s'est dit qu'on allait commencer par une mise en contexte un peu plus, on va dire, macro avec Sébastien. Sébastien, comment est-ce que tu décrirais l'évolution récente du paysage linguistique au Québec, puis les raisons en fait qui ont mené à l'adoption de la loi 96? Ah, ben, c'est un peu, merci Clarisse pour l'invitation. Puis la question, euh, c'est sûr que c'est un peu difficile là, de retracer tout ce qu'il y a. Puis de toute façon, je suis pas dans le secret des dieux non plus, mais ce à quoi on assiste depuis peut-être une quinzaine d'années environ, et plus particulièrement depuis les dernières années, c'est une volonté de la part des autorités politiques de renforcer justement la place du français, de renforcer je dirais, l'idée que le français est la langue, est l'unique langue commune dans différentes sphères d'activité, notamment évidemment au travail, avec l'éducation et le travail, c'est probablement les deux, hein, les deux sphères d'activité où on tente le plus d'agir pour renforcer la présence du français. Euh, c'est sûr que la charte de la langue française, dont on va célébrer le 50e anniversaire l'an prochain, 1977-2027, fait déjà ce travail, mais je pense qu'il y avait une volonté. Puis je ne me prononce pas sur les bienfaits ou non de ces changements. Là. On pourra peut-être en discuter éventuellement, mais en même temps, ce n'est pas l'objectif non plus. Euh, donc, il y avait une volonté de réaffirmer peut-être ce que ça va plus loin que la charte. Là, je vous avoue là-dessus, peut-être qu'il y a des éléments qui m'échappent, mais il y avait cette volonté vraiment de réaffirmer la place du français, de renforcer aussi les pouvoirs de l'Office québécois de la langue française. On a eu aussi la création du commissaire à la langue française dans les dernières années, donc Dubreuil, son prénom m'échappe, pourtant je le Benoît vois. Dubreuil. Pardon? Benoît Dubreuil. Benoît, ben voilà, je le vois, je le connais bien d'ailleurs. Benoît, il y a eu ça, il y a Francisation Québec avec un guichet unique aussi. Il y a eu plusieurs initiatives qui font en sorte qu'on en est arrivé aujourd'hui un petit peu à ça. Est-ce que je dirais pas que c'est on en est arrivé naturellement à la loi 96, 96 hein, c'est des décisions politiques, il y a des choix politiques, il faut voir aussi
quel parti est au pouvoir, des orientations peut-être un petit peu plus identitaires aussi d'une certaine manière. Puis il faut voir que au Québec maintenant, la langue, enfin, c'est le critère qui est utilisé. Encore une fois, je ne dis pas que je suis d'accord ou non avec ça, là, c'est pas ça le point, mais qui est un peu utilisé pour définir qui est québécois et pas québécois. Puis ça, on pourrait en parler longuement. Donc, il y a un élément identitaire, il ne faut quand même pas l'oublier non plus. Derrière ça, c'est pas juste des décisions, des politiques, puis des lois qui sont neutres, hein, absolument pas. Donc, il y a ce contexte qu'il faut, je pense, toujours prendre en considération. Parce que aussi, ben, on peut jumeler ça avec l'évolution démographique du Québec. Des taux de natalité qui sont très, très faibles, la croissance démographique qui passe exclusivement par l'immigration internationale, la question des travailleurs et travailleuses temporaires aussi. Donc, il y a eu au sein d'une certaine classe politique, mais pas uniquement politique, une inquiétude qui est toujours présente sur justement la question d'une certaine ou apparemment d'un certain affaiblissement, si on veut, de la langue française comme langue commune d'usage et puis de la place du bilinguisme, voire même du plurilinguisme, en fait, au sein de la société québécoise. Donc, tout ça, c'est lié à des décisions politiques, mais qui viennent d'inquiétudes construites, parce que les inquiétudes sont toujours construites, là, en lien avec un contexte qui s'est passablement transformé, même si la question de l'immigration n'est pas nouvelle non plus. C'est grosso modo un petit peu ce que je dirais pour ce qui est du contexte. Merci Sébastien. Puis, qu'est-ce que tu dirais qu'au niveau organisationnel, ça vient changer au niveau des pratiques des entreprises, des organisations au Québec? Ben, déjà en partant, ça ratisse plus large dans la mesure où on a amené on a abaissé aux entreprises de 25 employés et plus. Donc, déjà en partant, on élargit le spectre, si vous voulez, des obligations en matière linguistique. Il y a la création donc de ces comités aussi d'employés en francisation, etc. Moi, je pense que le gros changement, probablement, c'est la pression que ça peut mettre sur des petites entreprises. Et puis là, Clémence pourrait davantage aborder ce sujet-là avec nous ce midi. Puis, mais il y a beaucoup de petites entreprises au Québec, et puis petites pas au sens péjoratif, bien évidemment. Donc, les ressources aussi sont peut-être plus limitées. Quand on parle de ressources, ça peut être des ressources financières, mais il peut y avoir des petites entreprises qui sont très saines financièrement. On pense en technologie, par exemple. Mais ce qui va quand même amener beaucoup, je pense, une pression à un certain multitâche où ça va accroître les tâches connexes, appelons-les comme ça, qui peuvent être très importantes, encore une fois, pas de jugement normatif ici, mais des tâches connexes sur certains employés, certains gestionnaires aussi qui doivent donc rendre compte un peu là, des efforts qui ont été faits pour la francisation. On est plus sévère maintenant, pour le dire comme ça, sur les communications internes et externes aussi par rapport à la place la place du français en lien avec d'autres langues et évidemment beaucoup avec l'anglais. Donc, ce serait les grandes lignes, puis on pourra revenir peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure. Je ne sais pas si Clémence, tu voudrais Oui, ajouter des oui. choses. Bah, Ouais. tu parlais tout à l'heure que la loi 96, bah, finalement c'est le projet de loi 96, là c'est la loi 14 maintenant Ah, depuis effectivement. 2022. Mais cette loi, elle vise effectivement à renforcer la place du français dans la société, puis tu sais, à affirmer surtout le français comme seule et unique langue. Aussi en milieu de travail puis en contexte professionnel, c'est quand même très important pour les entreprises. Tu as cité aussi déjà un certain nombre de nouvelles exigences. C'est notamment depuis juin 2025, on a l'obligation pour les entreprises de 25 et plus de s'inscrire au registre de l'âge de l'Office québécois de la langue française. On a aussi le fait, on en reviendra, de structurer des processus pour intégrer vraiment globalement dans toutes les sphères de l'entreprise le français. Mais je dirais que tu sais, le tournant de cette loi, je trouve que, tu sais, dépendamment des secteurs, évidemment, qui sont plus ou moins touchés, on pourra y revenir, mais que c'est du point de vue de l'entreprise, si on parle pas seulement d'un cadre réglementaire ou d'un durcissement, c'est finalement de la charte ou de la loi 101, je trouve que ça amène en plus un changement de posture.
je peux m'expliquer là-dessus, mais j'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses, Sébastien, mais on avait déjà finalement un cadre de conformité Mhm. linguistique qui existait avec la loi 101, mais on était dans une logique, d'action ponctuelle, puis souvent liée à des pratiques informelles, alors que là, on a un vrai passage on nous demande une intégration structurelle, culturelle du français dans l'entreprise. Puis là, on vient toucher, certes l'administration, mais ça vient toucher la gouvernance, les processus, voire même la culture de travail. Puis tu sais, au niveau structurel, je commençais à l'évoquer, mais on va demander à une entreprise finalement de revoir tous ses processus. C'est toute la chaîne organisationnelle qui est concernée. Je vais pas faire une liste exhaustive là, mais pour juste mettre la table et qu'on se rende compte de ce qu'on entend par là, c'est qu'une entreprise, elle va devoir quand même faire un état des lieux sur ses communications en interne et en externe, puis donc tous les outils qui sont liés à cette communication interne et externe, à ces outils de travail, outils numériques, plateformes, logiciels, sites internet, etc. Et puis ça vient toucher avant on était davantage dans la gestion administrative, ressources humaines. Là, ça vient chercher du juridique, du commercial, du marketing. On s'est vraiment élargi à toutes les strates de l'entreprise. Puis au niveau culturel, bah, ça vient, poser certaines questions. Notamment, est-ce que la langue française, c'est vraiment la langue, la norme dans mon milieu de travail? Puis effectivement, dans beaucoup d'entreprises, c'est déjà le cas. C'est pour ça qu'il y a une surprise aussi de certaines PME qui vont se dire, pourquoi on va dans cette loi? Parce que finalement, moi, au quotidien, je travaille déjà en français. Mais on reviendra, il y a évidemment des secteurs qui le sont un peu moins de par la nature de leur activité. Il y a aussi le fait, de remettre en perspective des réflexes qu'on peut avoir. Le réflexe qui est très facilitant, qui est aussi très québécois du switch. On est en rencontre, il y a quelques personnes qui vont pas maîtriser parfaitement la langue française, alors je vais passer notamment en l'anglais parce que c'est plus simple. En plus, derrière ça, ça me fait sourire, mais il y a souvent un geste d'accompagnement, de main tendue. On est aussi on a l'impression que c'est une pratique inclusive de se dire, hey, pour que la personne comprenne davantage mon message, je vais changer de langue. Aujourd'hui, les entreprises se posent cette question, est-ce que je peux encore avoir ce réflexe organisationnel? Puis je pense que ça vient aussi toucher la question de la responsabilité en entreprise. Qui est responsable de l'application, de la conformité? Je le disais il y a quelques instants, avant on était davantage dans le RH, l'administrative. Ici, des retours entreprises, c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'on est davantage dans une responsabilité organisationnelle, qui peut être positive aussi là, dans ses effets. Je sais pas ce que tu en penses aussi, Ben, Sébastien. tu as tout à fait raison. Puis c'est ça, il y a un enjeu, une question normative, il y a une question de formaliser. T'en as parlé, là, la formalisation, par exemple, si on pense juste à la question des embauches, et maintenant, ça va être une justification formelle, en fait, de est-ce qu'on peut exiger une autre langue que le français, par exemple. Donc, il y a des choses qui faisaient probablement de manière un peu plus informelle qui là maintenant vont demander vraiment, je m'excuse, une formalisation de la chose, une institutionnalisation, une responsabilité. Tu parles de responsabilité organisationnelle, mais en même temps, je reviens à l'enjeu qu'on peut facilement, je pense, imaginer, c'est-à-dire qu'une plus petite entreprise, là, peut-être que c'est un peu facile là, de dire petite entreprise, moyenne entreprise, c'est plus facile pour les moyennes, etc. Mais si on prend, parce que c'est un changement quand même important là, de rabaisser aux entreprises de 25 employés et plus, et non plus, c'est quoi, c'était 50 avant, là, au 49 ou Ouais, 50? c'est ça. Ouais, c'est ça, c'était 50. C'est que oui, une responsabilité organisationnelle, mais il va y avoir aussi une responsabilité personnelle des Mhm. gens qui vont justement être en charge. Donc, je pense que ça peut créer des tensions importantes. Puis disons-le, je ne sais pas s'il y a des employeurs parmi nous ce midi, mais une certaine bureaucratisation également. Il y a pas de doute. Donc, on entend souvent les employeurs, tu es mieux placé que moi, Clémence, pour le dire, mais qu'il y a beaucoup de bureaucratie, beaucoup de formulaires à remplir, etc. au Québec pour faire des Mhm. affaires. C'est certainement pas ça qui va réduire, disons-le comme ça, la paperasse non plus. Alors, il faut quand même être. Alors, comment ça va se faire avec le temps? Moi, j'ai aussi l'impression, puis peut-être c'est une forme de cynisme de ma part, je m'en excuse par ailleurs, mais que oui, on va formaliser les choses, mais que dans les pratiques,
je ne suis pas certain, puis là, c'est un point de vue personnel, je l'avoue, là, que ce genre de mesure va nécessairement renforcer l'usage du français. Oui, de manière probablement un petit peu publique, bon, etc. Mais je suis pas sûr que dans les interactions, parce que c'est aussi ça qui est important hein, dans le quotidien d'une entreprise, qu'est-ce que les employés font, avec qui ils communiquent, que ce soit communication verbale, toutes sortes de types de communication. Je suis pas convaincu que ça va avoir des effets de renforcement. C'est plus une affirmation, une volonté de dire, ben voilà, on rappelle avec force, d'une certaine manière, la place du français comme langue d'usage commune, comme seule langue publique, si on veut. Je suis pas convaincu que ça va amener des effets nécessairement plus sur la francisation. Et puis, ça met beaucoup de... Encore une fois, je vais terminer là-dessus pour cette question, mais ça met beaucoup de pression, à mon avis, sur certaines personnes, puis voire même on pourrait dire même sur l'ensemble des employés. Est-ce que, tu sais, Mhm. la fameuse discussion à la machine à café, maintenant, est-ce que ça va être davantage surveillé ou non, etc. Il y a des zones grises, évidemment, c'est le temps qui nous le dira, là. Mais Mhm. aussi légitime que ce soit, je pense qu'il y a quand même des éléments de gestion qui sont à considérer et puis à surveiller surtout peut-être. Mais en tout cas, ce que tu nommes, tu sais, c'est aussi le retour qu'on peut avoir des entreprises sur le terrain. Tu sais, il y a du questionnement, il y a de l'inquiétude. Puis tu sais, t'as parfaitement nommé tu sais, des exemples précis. Tu sais, je vois quand même, si je veux être un petit peu positive, là, ça fait quand même 3 ans que la loi est effective. Je sens qu'il y a quand même un glissement, tu sais, parce que finalement, là, depuis juin 2025, c'est une exigence. Tu sais, les entreprises de plus de 25 doivent, tu sais, déjà avoir entamé leur démarche de francisation. Fait que, tu sais, on est passé de l'inquiétude, tu sais, un sentiment de, je sais pas quoi faire. Tu sais, les entreprises, elles viennent vers nous parce qu'elles ont besoin de clarification puis d'accompagnement. Mais tu l'as précisé aussi, tu sais, l'écart puis les conséquences, les réactions, elles vont être complètement différentes aussi en fonction de l'entreprise, de sa taille, de son secteur, puis même tu sais, du degré d'exposition des marchés avec les marchés externes. Tu as parlé des entreprises de 25 personnes et plus, ça c'est sûr, tu sais, c'est le cœur du tissu économique québécois. Tu sais, on est souvent surpris par le chiffre, mais tu sais, c'est 98% de notre tissu économique québécois, ce sont des PME. Tu l'as dit, ce sont des structures qui n'ont pas forcément de services juridiques, de services RH vraiment structurés. Donc, tu sais, qui est en charge de ce dossier. Puis il y a forcément une personne responsable, effectivement, tu sais, en lien avec l'OQLF. Mais il n'y a pas que ce type d'entreprise. Tu sais, on a aussi toutes les entreprises de services, les entreprises qui ont pignon sur rue. Là, je fais aussi, tu sais, il y a référence à restauration, détaillants, commerce de proximité notamment. La loi 96, elle va aussi renforcer le droit des consommateurs, tu sais, à être servis et à informer en français. Fait que, tu sais, on parle aussi beaucoup là en ce moment dans les médias de l'affichage, des noms des entreprises, etc. Mais tu sais, c'est un impact direct sur l'expérience client. Tu sais, avant, ben, on pouvait servir tu sais, une personne en français, même de manière, tu sais, même si on maîtrisait pas nécessairement la langue. Aujourd'hui, tu sais, la loi 96, elle demande, c'est un niveau de qualité linguistique qui est beaucoup plus élevé. Et puis, ça prend aussi pour la petite entreprise là, de restauration de revoir tous les outils qui sont liés à cette expérience clientèle. Puis ça, on en parle moins, mais c'est énorme. Mais tu sais, quand on passe au restaurant, bah, tu sais, on a les menus, on a des cartes de fidélité, on peut avoir des petites publicités. Tu sais, elles vont devoir investir pour retraduire ou en tout cas vérifier le niveau linguistique de leurs outils. Puis en plus aujourd'hui, on a aussi toutes les entreprises qui ont des activités internationales ou pan-canadiennes. Ça, c'est un impact fort, hein, on le voit. Tu sais, je pense à l'aéronautique, transport, commerce, jeux vidéo. On parle beaucoup de la défense aussi là, ces Ouais. derniers mois. C'est des domaines qui vont être complètement impactés parce que tu sais, dans la nature de leurs activités, ben, on s'entend qu'ils ont besoin de travailler et de communiquer avec des équipes à l'international ou d'autres provinces. Puis on sait que c'est des secteurs qui ont
traditionnellement, vont attirer une main-d'œuvre qui est sans doute plus anglophone que francophone. Puis ça va aussi créer des questionnements, des enjeux sur la gestion de cette main-d'œuvre. Puis 98, je finis avec, c'est mon côté chambre de commerce, là, j'aime les chiffres aussi, là. Mais plus de 98% des entreprises exportatrices au Québec sont des PME. Donc, on imagine aussi, que la question de la langue, comment je fais aussi pour continuer à exercer cette exportation et de travailler avec des équipes externes, au centre des préoccupations aussi. Tout à fait. Puis ça peut même avoir un impact. Là, tu me fais penser, remarquer que c'est peut-être des entreprises de moins de 25 employés, mais disons, tu sais, ce qu'on appelle dans la littérature l'entrepreneuriat ethnique, donc les personnes première génération qui se lancent en affaires, qui développent leurs trucs. Puis moi, je suis pas contre le français, bien évidemment, là, c'est pas la question, mais est-ce que ça peut freiner des élans aussi, le développement d'entreprises pour toutes sortes de raisons, difficulté peut-être de recruter, quoique au niveau local, il faut jamais oublier aussi que si on regarde, bon, il y a les travailleurs temporaires, là, ça semble, ça va se réduire là, considérablement. Puis il y a tous les effets aussi du PEC et tout ça. Donc, tout ça, c'est un peu imbriqué aussi. D'une certaine manière, on tend à isoler un peu toutes sortes de mesures, mais d'une certaine manière, il y a une certaine transversalité à avoir. Mais si on regarde les groupes, les pays de provenance des immigrants récents, là, je vous avoue, je n'ai pas regardé depuis quelques mois, mais ça fait pas très longtemps que j'ai regardé quand même. C'est beaucoup de pays francophones néanmoins. Donc, les gens aussi parlent français. Donc, tu sais, je ne sais pas, là, puis je ne veux pas m'attarder trop sur la pertinence ou non de cette loi et ces mesures, mais tu sais, on pourrait dire, ah, ben justement, ça va être facile à faire, mais il y en demeure pas moins que si on regarde l'ensemble des mesures à prendre, d'avoir ce comité de francisation, de s'assurer que les contrats, tu parlais des éléments juridiques, il y a des contrats, par exemple, avec des fournisseurs, que ça soit d'abord en français, etc. Il y a quand même beaucoup de cette lourdeur dont je parlais tout à l'heure, qui potentiellement peut aussi avoir un effet un petit peu créer un peu d'inertie, disons-le comme ça, dans la bonne conduite des entreprises. Mais encore une fois, on va le voir avec le temps, là, ce que ça va faire, puis finalement, est-ce que ça va changer quelque chose aussi? On verra bien. Mais, ouais, mais tu le nommes, en fait, c'est parce que il y a comme une tension entre la conformité puis la réalité. La réalité, ben oui. On Ouais. en revient au PME, là, finalement, moi, comment je peux, mais je dirais que le défi, là, il est pas idéologique ou identitaire, en réalité, mais il est organisationnel, Pour les opérationnel. entreprises, après, si Pour on les veut, la entreprises. genèse de ça, elle peut l'être, mais ça intéresse peut-être plus les sociologues comme moi, là, mais c'est moins intéressant peut-être dans le concret, là, effectivement, que c'est le Mhm. défi Mais ça, je organisationnel. tiens quand même à le souligner parce que, on sent qu'il y a quand même un intérêt, qui est marqué, de se dire, OK, parce que finalement, c'est aussi le travail de la Chambre de commerce, puis, des acteurs, des actrices du milieu économique, même de la francisation plus largement, de créer aussi un narratif. Je pense que c'est important, de dire, OK, il y a une conformité, il y a des exigences, mais finalement, tu peux en tirer quelque chose de bénéfique pour ton entreprise. Puis l'idée c'est de se dire bah oui c'est une charge administrative, on le sait, ça vient en plus toucher souvent des PME qui ont une réalité lourde, qui sont déjà en capacité maximale, mais il y a des choses à faire. Puis comme tu le dis, la plupart des gens qui arrivent, sont déjà francophones. Fait que finalement la bonne nouvelle, c'est que les entreprises certes elles doivent structurer, mais elles partent pas de zéro. Il y a quand même des pratiques, certes informelles, mais qui sont déjà naturellement dans la plupart des entreprises. Il y a toutes sortes de mesures parce que si on veut voir le verre à moitié plein, non pas à moitié vide, là, effectivement, on peut se servir peut-être de ça aussi pour favoriser, par exemple, l'inclusion de travailleurs, travailleuses, immigrants aussi, tu vois. Puis ça peut être une manière d'accueillir, disons-le comme ça aussi, pas juste au niveau du travail, mais de manière un petit peu plus globale, ces personnes-là, dans une relation à la langue qui, on sait, c'est quand même important parce que justement, Statistique Canada sortait j'ai reçu ce matin des statistiques, là, dans une comparaison en 3 provinces, là, en fait, le Nouveau-Brunswick, le Québec et l'Ontario, puis sans m'attarder trop sur les détails, il est clair que les personnes au Québec, les personnes qui sont unilingues anglophones, par exemple, sont plus dans leur seuil de pauvreté est plus élevé. Donc, Mhm. le fait d'utiliser le français, d'être capable d'utiliser le français au travail, ce qui ne veut pas dire que dans certaines autres circonstances, on n'utilisera pas une autre langue. Évidemment, l'anglais, entre autres, mais
Donc, cet élément de vouloir renforcer cette idée de la langue commune, du français comme langue commune, pardon, peut avoir un effet bénéfique, je dirais, sur l'intégration, sur l'inclusion aussi de personnes qui sont allophones ou anglophones à la limite. Donc, faut le voir comme ça. De toute façon, la loi, elle est là. Comme tu disais tout à l'heure, ça fait déjà un certain temps que c'est mis en place. Après l'effet de surprise, ben maintenant, on essaie de se conformer. Là, il y a la question de la conformité à tout ça. Et puis, il s'agit, puis là, c'est surtout vous, notamment la Chambre de commerce, de bien accompagner, le rôle de bien accompagner de bien accompagner les entreprises là, dans cette transition, Mhm. si on peut appeler ça une transition, là, effectivement. Ouais. Par rapport à ça, Clarisse? justement, Oui. comment, là tu as abordé ce sujet, Sébastien, mais comment on fait pour concilier justement cet objectif de protection du français avec la nécessité aussi d'intégrer rapidement des personnes immigrantes en emploi qui ne sont pas, peut-être pas forcément francophones dès le départ. Comment est-ce qu'on fait pour concilier ça? C'est une question peut-être pour tous les deux. Je ne sais pas si vous avez de l'expérience là-dessus. Clémence, veux-tu y aller? Moi, il faut... Ouais, ben moi j'en reviens beaucoup, mais c'est comme ma feuille de route pour cette année. Je parle toujours, je l'ai déjà dit là, cette expression, c'est de créer un narratif, tu sais, qui est positif autour de la langue. Puis tu sais, on peut parler longtemps des défis, etc. Mais tu sais, il y a une mise en action qui est obligatoire là. Je pense qu'en fait, l'entreprise, certes, elle doit faire un état des lieux, avoir une feuille de route, etc. Mais je pense que l'entreprise, pour que ce soit vraiment, tu sais, ça se transforme de conformité à un levier, je pense qu'on doit être dans une optique aussi de gestion de changement. Puis, Mhm. tu sais, je vais expliquer davantage, mais tu sais, tu parlais des personnes qui sont non francophones ou qui maîtrisent moins bien la langue en entreprise, bah, tu sais, ça va avoir un impact. Tu sais, déjà sur l'attraction et le recrutement, tu sais, on le voit déjà avec l'impact sur les universités, tu sais, le recrutement d'étudiants et étudiantes internationaux, etc. Mais mettons-nous à la place d'une personne, tu sais, qui travaille en entreprise, qui est en apprentissage, là, qui maîtrise les bases de la langue française. Tu sais, c'est quoi son rapport à cette langue, à cette loi 96? Puis je pense que c'est important que l'entreprise ben, elle explique, tu sais, aussi tous les défis, toutes les nouvelles exigences, qu'on mette des mots sur ce qui se passe pour pouvoir engager son équipe. Puis je pense que c'est super important, tu sais, de créer un narratif, d'expliquer, puis peut-être même de reconnaître que, bah, tu sais, ça va prendre des efforts. Puis que ça va prendre aussi une certaine mobilisation, puis un certain engagement. Donc, tu sais, quand on est avec des entreprises, oui, tu as une feuille de route, oui, il y a des outils tu sais, que tu peux utiliser dans ton quotidien pour faire l'analyse, pour voir ce qui est conforme et pas conforme. Mais au-delà de ça, c'est important, c'est de créer quelque chose de positif autour de ça. Je sais pas si vous me comprenez vraiment, Oh, mais oui, l'idée, c'est moi, c'est je de comprends. communiquer, de sensibiliser puis tu sais, c'est de réduire les résistances aussi qui peut exister en interne. Je pense que Ah, c'est il y a plein de important. petites choses hein, qu'on peut faire. Puis des fois, comme on dit, le diable est dans les détails. Mais tu sais, l'accueil, par exemple, de nouveaux employés qui ne seraient pas francophones d'office ou d'emblée, si je peux dire, avec un espèce de un petit kit sur l'accueil bon, tu sais, en français, les possibilités aussi. Qu'est-ce qu'on fait justement pour les accompagner dans l'apprentissage de la langue? Vraiment faire des milieux de travail, des lieux des vrais lieux de francisation finalement, parce que c'est pas Mhm. juste de dire, ah, ben là, il faut se conformer, puis bon, voilà, on est obligé de le faire. Donc, fais attention, on ne parle pas en anglais à tel moment, on ne parle pas dans une autre langue, etc. C'est vraiment le faire dans une logique vraiment positive d'inclusion, si on veut. Avoir des indicateurs, par exemple, ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, des indicateurs d'équité linguistique, c'est-à-dire de montrer aussi les progrès qui ont été faits par des employés. Parce que il ne faut pas oublier, hein, on parle de francisation, de parler français en milieu de travail. On constate également qu'il y a des discriminations basées sur les niveaux de langage. Hein, ce qu'on appelle un petit peu dans la littérature un peu plus peut-être académique, là, la glottophobie. Hein, Mhm. c'est-à-dire une forme de discrimination basée sur des accents, par exemple.
on a vu des cas, je pourrais vous en nommer. J'avais été contacté par un média justement l'année dernière sur quelque chose qui s'était passé dans une boulangerie. Là, c'était pas à Montréal, là, mais peu importe, où les clients étaient très impatients parce que la personne qui travaillait au comptoir maîtrisait plus ou moins bien. Là, je ne peux pas juger exactement là, de son niveau, mais maîtrisait plus ou moins bien le français, donc faisait répéter, etc. Donc, on a vu des cas, il y en a eu en Abitibi aussi, ça a été très médiatisé, là, mais au-delà de l'anecdote, je pense que c'est important de présenter comme l'évolution des individus qui font les efforts aussi d'apprentissage, etc. Donc, puis, tu as mentionné quelque chose d'intéressant tout à l'heure, là, c'est, Clémence, c'est le fait que souvent au Québec, ben, les gens vont spontanément passer à l'anglais s'il y a une personne sur 8, par exemple, qui a plus de difficultés en anglais. Ça peut être perçu comme une manière de vouloir intégrer la personne, une forme d'ouverture, etc. Ben, peut-être collectivement, tranquillement, apprendre à ne pas faire ça, parler peut-être plus lentement, utiliser un vocable qui est peut-être un petit peu plus standard d'une certaine manière. Je vous donne une anecdote rapidement, puis ça, c'est en lien un peu avec l'utilisation de termes en anglais, mais je me souviens un soudeur de Tunisie qui était dans une entreprise, dans une région, là, et puis qui m'avait dit, mais moi, tu sais, on m'a sélectionné qu'entre autres, parce que je parle français, pas uniquement, mais entre autres parce que je parle français. J'arrive en milieu de travail, puis on me dit, passe tout le nom des outils, puis tout ça est en anglais, parce que historiquement, au Québec, c'était comme ça qu'on utilisait beaucoup de termes en anglais. Donc, tu sais, c'est le genre de sensibilisation tranquillement, mais en même temps, c'est toujours l'équilibre à trouver entre, tu sais, l'idée, c'est pas de jouer à la police de la langue non plus. Ça peut être perçu comme ça. Donc, un accompagnement, tu sais, vraiment, comment je dirais, bien planifié, avec des outils, des mesures, des activités aussi. Je pense que c'est un peu la clé, sans tomber trop dans la recette magique non plus, là. Mais il y en a pas de recette magique, malheureusement. Mais oui, tu sais, tu sais, l'idée, c'est de créer un projet commun. Puis, tu sais, je suis complètement d'accord avec les exemples que tu as donnés. Puis, tu sais, peut-être d'en faire une force. Tu sais, on le sait, là, l'accueil et l'intégration des nouveaux talents, peu importe d'où ils viennent, là, ça joue dans les premiers jours, voire Ouais, même dans les premières heures. Tu sais, la première journée, elle est fondamentale pour la fidélisation dans les équipes, etc. Puis c'est peut-être se dire, bah, tu sais, ce moment-là, je vais en faire quelque chose de fédérateur. Puis, tu sais, je vais expliquer clairement que l'entreprise, elle est dans une démarche de francisation, que bah, on fait en sorte que la langue française, ce soit la langue commune. Puis surtout, tu sais, peut-être dans des secteurs plus diversifiés au niveau linguistique, tu sais, parler de jeux vidéo, notamment aéronautique, etc. Bah, dire que finalement, le français, tu sais, c'est ça le narratif, ça permet d'avoir un espace de communication en commun. C'est en réalité, parce que tout le monde ne maîtrise pas nécessairement en plus l'anglais ou une base commune. Puis peut-être de rappeler que ben, le fait de proposer tu sais, des cours en entreprise, en tout cas un développement des compétences langagières en français, ça fait partie d'un plan de développement des compétences. Puis que tu sais, exactement. l'entreprise, elle va valoriser le développement des compétences de la personne. Puis tu sais, ça fait longtemps, je le cite très souvent, mais parce que je trouve ça tellement pertinent, c'est la BNQ, la Bibliothèque et Archives National. nationales du Québec. Ils ont construit leur culture. Désolée si je vois que comment dire, ma connexion est vraiment pas bonne. Je m'excuse pour ça. Mais bon, bref, la BNQ a, a créé a construit sa culture d'entreprise autour de la notion de société apprenante. Puis, tu sais, je trouve ça très inspirant dans le sens où bah, une entreprise qui, là, ça ne demande pas d'argent, là. Tu sais, c'est un discours, tu sais, puis c'est quelque chose qu'il faut expliquer en interne. Puis je pense que, tu sais, aujourd'hui, surtout les nouvelles générations, mais encore, tu sais, la mienne, tu sais, est très ouverte à ce type de discours en disant, bah oui, tu sais, je suis dans une entreprise, puis j'ai envie d'y rester. Puis l'idée, c'est de dire que, ben, tu sais, on va m'accompagner dans ces défis linguistiques, puis de venir peut-être, c'est un petit peu désamorcer toutes les inquiétudes qu'il pourrait avoir pour une personne non francophone, tu sais, à accéder à un milieu de travail francophone. Tu sais, on le voit, il y a une fuite des cerveaux aussi, là. Je fais une petite digression. On sait qu'il y a énormément, plus de 75% des diplômés anglophones tu sais, qui quittent parfois la région de peur aussi, tu sais, d'être capables finalement de travailler dans un milieu francophone. L'idée, c'est de déconstruire, puis tu sais, de valoriser davantage la personne, tu sais, de développer son sentiment de confiance linguistique. C'est très important. Puis ça prend pas grand-chose en réalité. Ça prend pas grand-chose. Puis on parle beaucoup de l'accueil, de l'intégration, mais il faut aussi, je pense, le présenter comme étant des possibilités de progression.
de Ouais. progression dans l'entreprise ou dans la société de manière générale, surtout pour les allophones récemment arrivés, par exemple. Donc, sans mettre une pression qu'on pourrait considérer comme une pression linguistique, c'est de montrer que être capable de communiquer. On sait très bien, par exemple, si quelqu'un aspire à un poste de gestionnaire, par exemple, il y a des personnes de l'ordre des administrateurs agréés ici, là, mais la gestion, c'est, sans vouloir trop le chiffrer, on doit tourner autour d'un 80-75% c'est de la communication, peu importe le style le type de communication, ça demande de la communication. Donc, c'est le présenter aussi sous cet angle de possibilité, tu vois, et je pense que c'est aussi important, puis ça peut aider à la rétention, mais encore une fois, à aider aussi à la progression dans l'organisation ou en Mhm. carrière de manière générale aussi. Là, les statistiques le prouvent, hein. Tu sais, le développement des compétences ou le rehaussement des compétences, ça peut réduire le taux de roulement jusqu'à 17%. Fait que, tu sais, c'est énorme dans un contexte, dans le contexte actuel, surtout quand on est une PME. Puis t'es une PME, mettons en jeu vidéo, puis tu sais, t'as pas les mêmes outils, t'as pas les mêmes ressources que des géants à côté de toi, tu sais, vont avoir aussi des salaires compétitifs. Puis, tu sais, aujourd'hui, on va choisir davantage peut-être une entreprise parce qu'elle a une culture, tu sais, qui est plutôt innovante et inclusive. Puis, tu sais, amener quelqu'un à progresser par la langue, c'est aussi un marqueur d'équité, hein. Tu sais, finalement, on peut le percevoir comme ça. Totalement. Mais il y a tellement Oui. de choses, je trouve, qu'il est facile de faire. Vas-y, je te laisse. Non, non, vas-y, vas-y. Mais Vas-y, Clément. je me disais, parce que tu sais, souvent, la francisation, tu sais, c'est perçu comme un gros chantier là, tu sais, qui prend de l'argent, du temps. Ça prend du temps. Tu sais, ça, on va se le dire quand même au niveau administratif. On a cité les enjeux tout à l'heure, mais il y a des choses qui peuvent être mises en place très très rapidement. J'ai essayé de trouver plein d'exemples concrets aussi d'entreprises là. C'est du vrai là, c'est du réel. Mais il y a une entreprise justement, tu sais, qui a mis en place ce qu'on appelle des cafés linguistiques. Puis on le sait parce que tu sais, apprendre une langue, c'est demandant, etc. Alors effectivement, tu l'as précisé, Sébastien, tu sais, des fois, ça prend aussi, tu sais, comment dire, tu sais, un recul sur ses propres pratiques, d'adopter une posture, tu sais, plus patiente, bienveillante, de faire attention à ce qu'on se dit. Mais tu sais, une personne qui apprend, là, une nouvelle langue, cognitivement, elle peut pas être à son travail, puis en plus parler, tu sais, à 100% en français. Fait que, tu sais, l'entreprise a comme créé des temps, il me semble que c'est le lundi, comme à 9h30, ben, toute l'équipe se retrouve autour de la machine à café, puis tu sais, on fait la fameuse question, tu sais, qu'est-ce que tu as fait cette fin de semaine? Puis ça permet à la personne, bah, tu sais, de travailler sa production et sa compréhension orale pendant 15-30 minutes, c'est ça vient souder le groupe, puis ensuite on va lui laisser d'autres temps, tu sais, de travail peut-être dans sa langue maternelle, etc. Puis aussi d'avoir comme, je le fais exprès là, mais d'avoir des buddies, d'avoir comme des personnes ressources en interne. Puis peut-être quelqu'un, tu sais, qui va venir, peut-être pas forcément de l'équipe, mais tu sais, à quelqu'un avec qui je peux peut-être discuter, valider certaines terminologies, tu sais, quelqu'un qui va peut-être venir reformuler certaines choses en entreprise, mais tu sais, qui va pas forcément être un mentor, mais tu sais, qui va être quelqu'un qui va en entreprise, ben, va m'aider, tu sais, ponctuellement sur de la compréhension ou sur de tâches ou compréhension de messages plus global. Tu parles de personnes J'avais ressources. l'exemple aussi d'une Ah, autre. excuse, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, Parce que vas-y, ça coupe, excuse-moi. je Avec pensais le que tu petit avais terminé. décalage, vas-y, Oui, c'est vas-y. ça. Exact. Vas-y. Non, non, vas-y. Ah, ben, OK, ben, Bon, je je te continue. rejoins tout à fait. Excusez-moi. C'est une vraie discussion qu'on a. Non, tu parlais de personnes ressources, ça me fait penser, il y a une pratique hein, qui est de plus en plus appliquée, puis dans les plus grandes entreprises, mais pas uniquement. Il y avait un très bon cahier d'ailleurs qui a été produit par les manufacturiers exportateurs du Québec sur les groupes ressources d'employés. Et d'avoir un groupe ressources français, francisation, appelons-le comme on veut, ça peut aider justement à créer espèce d'espace justement de discussion, etc., qu'on peut ramener par la suite à une culture organisationnelle. Tu parlais de culture tout à l'heure, il y a un changement, effectivement, il peut y avoir un changement culturel. Donc, ça pourrait être s'appuyer sur ce genre de groupe-là, par exemple. Puis moi, si j'avais un conseil à donner, ce groupe, je ne le euh, je m'arrangerais pour pas qu'il soit, même si c'est sur une base volontaire, qu'il ne soit pas constitué uniquement que de francophones de langue maternelle français, justement pour avoir un autre point de vue. On sait très bien que dans les équipes, même si des petites équipes,
et peut-être même plus encore, d'avoir ces différences de point de vue. Alors, d'avoir un allophone qui est en consolidation, on va le dire comme ça, parce que c'est pas l'apprentissage une fois que tu es en emploi en général, c'est parce que tu te débrouilles déjà très bien, mais consolidation, amélioration du français, d'avoir cette perspective-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour améliorer peut-être? Ça peut être un élément important. Un autre élément aussi à réfléchir comme ça, je me dis un aspect peut-être positif qui est inattendu, en ayant, euh, en consolidant, disons-le comme ça, des processus, des pratiques qui vont favoriser davantage l'utilisation du français, voire l'apprentissage ou les consolidations. Je vais revenir avec mon terme, consolidation. Je me demande si, d'une certaine façon, même à l'embauche, ça ne peut pas rassurer les personnes qui font passer les entretiens que cette personne-là maîtrise peut-être pas suffisamment le français, mais c'est pas grave. On a les moyens pour l'accompagner maintenant davantage. Au lieu de dire, ben là, qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Elle est très bonne, elle a toutes les compétences qu'on recherche, mais je pense que son niveau de français n'est pas assez bon. Là, tu sais, quelqu'un dans le comité dirait de sélection, par exemple, pourrait dire, ben non, mais attends, on a les outils justement pour que cette personne-là soit bien accompagnée. Donc, on est capable de faire abstraction, disons, de ce petit obstacle-là pour bien la sélectionner. Donc ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Dernière chose, avec des collègues, on avait fait il y a quelques années une étude sur, d'ailleurs, je vois Corinne est là, Corinne était dans l'équipe, sur la régionalisation de l'immigration. Puis dans certaines régions, il y a vraiment des collaborations inter-entreprises, je dirais, inter-employeurs avec des différentes parties prenantes. Ça peut être chambre de commerce, ça peut être des organismes aussi, etc. Donc, je ne sais pas si tu appelles ça un café, c'est ça, ou enfin ce que tu parlais tout à l'heure, Clémence, Mhm. de l'étendre peut-être même à plusieurs entreprises ensemble, parce que dans ce qu'on avait noté, c'est qu'il y a des entreprises qui se partageaient des bons coups. Comment bien intégrer des travailleurs issus de l'immigration, par exemple. Donc, avoir ces lieux de partage-là entre les employeurs dans une même région, par exemple, ou un même secteur d'activité, je pense que ça pourrait être intéressant et non pas juste rester en vase clos, là, si je peux dire ça comme ça, au sein d'une même entreprise. C'est des trucs comme ça qui peuvent être mis sur pied, je pense, qui peuvent être très intéressants, puis qui peuvent, euh, d'une part, se conformer, d'autre part, être plus inclusif, et troisièmement, ne pas non plus, comment je dirais, ne pas nuire d'une certaine façon à la rentabilité de l'entreprise, la productivité, voire même quelque chose qui pourrait même peut-être l'accroître à l'interne parce qu'on crée plus de fluidité au niveau des communications, etc. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir de toute façon là, dans un contexte comme celui-ci. Moi, je les cite souvent avec leur consentement, mais on travaille beaucoup avec une entreprise que tu as rencontrée d'ailleurs, Sébastien, dans un panel, il me semble, c'est Triple Boris. Puis Triple Boris, c'est une entreprise de jeux vidéo montréalaise. Ils sont moins de 30 là. Ils sont à plus de 25, ils sont concernés par la loi, mais ils sont une trentaine, mettons. Tu sais, dans l'océan qui est le jeu vidéo aujourd'hui, là, eux, ils ont choisi de travailler sur le côté, de miser sur le côté gamification francophone. Puis, tu sais, j'en Ouais. parlais avec lui il y a encore pas longtemps. Eux, ils misent aussi, tu sais, finalement, ils attirent une main-d'œuvre qui est vraiment francophone, tu sais, qui vient de la francophonie mondiale. Puis, ils se démarquent comme ça, tu sais, dans leur image de marque, dans leur marque employeur, etc. Tu sais, ils ont comme une petite niche où les gens francophones bah, savent qu'ils vont pouvoir tu sais, utiliser la langue française dans leur quotidien. Puis tu sais, ça, on l'entend pas souvent parler, mais tu sais, finalement, ça permet aussi d'attirer tu sais, une main-d'œuvre qui va se sentir plus à l'aise, tu sais, plus en sécurité linguistique aussi dans un monde qui est traditionnellement, on le sait, plutôt Oui, anglophone. c'est Puis, un je excellent trouvais point. que C'est vrai c'était que c'est un une bon belle point. entreprise. Mhm. Ça coupe. Excuse-moi. Peut-être, peut-être une dernière question pour vous avant de passer aux questions du reste de la salle Zoom, si vous en avez. Euh, Là, concrètement, maintenant, une entreprise, euh, quels seraient les conseils que vous pourriez lui donner pour peut-être identifier ces zones de vulnérabilité, puis là où elle pourrait progresser, puis commencer à justement utiliser la conformité de la loi 96 pour être un meilleur levier d'immigration? Concrètement, là, quelles seraient les prochaines étapes pour une entreprise qui, en ce moment, se questionne sur comment elle pourrait mieux faire, mieux se conformer ou aller plus loin?
Bon, moi, je dirais, premièrement, prendre acte, si c'est pas déjà fait, de c'est quoi les exigences de cette loi, ce que ça change par rapport à l'avant. Alors, on parlait des entreprises de 25, mais au-delà de ça, il y a il y a d'autres éléments aussi à prendre en considération. Donc, faire une espèce de liste avec une espèce de checklist, passez mon expression en anglais, là, c'est un peu ironique, mais c'est ça. Donc, de voir un petit peu, et là où on, à la fois on se conforme, puis j'inviterais aussi, tu sais, le plus possible, se conformer, c'est une chose, mais même le voir comme une valeur ajoutée. Donc, aller peut-être même plus loin à quelque part. Ça, je pense que ce serait vraiment. Puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement, à la base même, se conformer? Puis, comment on peut tirer profit, hein, de ces nouvelles mesures sans le voir, un peu comme, malheureusement, je l'ai présenté un petit peu comme ça d'entrée de jeu parce qu'il y a aussi cette réalité-là, mais comme le voir comme une lourdeur, nécessairement une lourdeur bureaucratique et tout ça, c'est au-delà de ça. Puis de le voir, tu parlais de Triple Boris, là, ben, une opportunité. Puis, encore une fois, toujours, moi, c'est peut-être mon côté, là, j'insiste sur un peu sociologue, voir qu'est-ce qui se passe dans les flux migratoires et tout ça. Il y a énormément de nouveaux arrivants. Si on prend la liste des 10 premiers pays, je suis à peu près convaincu qu'il doit en avoir au moins la moitié, sinon plus, puis dans les premiers, qui sont des pays francophones ou minimalement francophiles. Donc, souvent, les gens, on pense que tout le monde parle anglais à la base, mais c'est pas vrai. Et donc, tu sais, de dire, ben non, notre environnement, non seulement on se conforme, mais en plus, on est proactif dans ça. Je pense que ça peut être très invitant pour recruter des talents, puis encore une fois, comme on le disait, les retenir et aussi les accompagner dans une progression en carrière aussi. Ce serait un petit peu ça que je dirais, là, sans vouloir tomber trop dans voici ce qu'il faut faire en 3 étapes, etc. Là, c'est peut-être pas la place non plus pour le faire, mais Clémence? Bah, moi, je dirais que la première chose, là, vraiment d'urgence, c'est de voir est-ce que vous êtes inscrit dans les registres de l'office. Parce que ça, c'est une démarche qui peut prendre jusqu'à 3 mois. Faut vraiment aller sur le site de l'office puis commencer cette première étape. Maintenant, il y a tout un portail qui a été créé les derniers mois, fait que, au moins d'avoir cette attestation que, tu sais, de première étape, c'est très important parce que tu sais, ça a un impact. Vous pourriez être sur une liste d'entreprises non conformes. Ça a un impact aussi parfois sur le fait de recevoir des subventions provinciales ou des contrats de service, etc. Fait que c'est important. Première chose, c'est vraiment est-ce que vous êtes inscrit? Puis, bah, moi, je passerai quand même par, tu sais, il faut faire un état des lieux. Tu sais, à un moment donné, faut prendre la checklist de Sébastien, là, puis de regarder si dans les différentes équipes, dans les différents environnements, est-ce que mes outils sont en français ou disponibles en français? Parce que c'est ça, hein, finalement, vous pouvez avoir un logiciel qui est en anglais, mais dont la traduction en français est disponible, etc. Donc, on fait deux catégories. Qu'est-ce qui est conforme, pas conforme? Puis, ben, en fonction du portrait de cet état des lieux, là, il faut faire une feuille de route. C'est un petit calendrier, peut-être sur 6 mois, 12 mois. C'est avec des actions clés, des objectifs pour pouvoir suivre. Mais c'est important de, je trouve, pas se mettre de pression. C'est parce que la pression, elle est sur l'inscription. C'est cette première étape. Une fois que c'est fait, l'office vous demande pas de régler toutes vos affaires en 2 jours. Mais justement, comme tu l'as souligné, Sébastien, je pense que ça doit faire, tu sais, on doit avoir cette vision de c'est un projet de transformation, ça va être graduel, il va avoir des étapes. Donc, tu sais, aux 2, 3 mois, voici, tu sais, peut-être, je me dis, bah, tiens, je voulais revoir mon service à la clientèle, je suis dans un centre d'appel, je dois revoir un petit peu mes processus, comment j'accueille une personne en français. Ben, ça va être ma première, tu sais, ça va être mon premier objectif. Ça répond à une priorité organisationnelle. Puis, à côté de ça, bah, ça va m'apporter des gains quasiment immédiats, tu sais, dans la relation client, etc. Mais donc j'irai quand même par étapes, puis je reviens sur la nécessité de communiquer avec les membres des équipes de ce qui s'en vient et de pourquoi on le fait. Puis de pourquoi c'est important que tout le monde s'engage dans ce projet commun. La communication, là, c'est crucial dans l'entreprise. Super, merci beaucoup. Je vais ouvrir maintenant les questions à la salle. Euh, Puis, juste en attendant que vous prépariez vos questions, Clémence, très, très rapidement et concrètement, si quelqu'un veut se faire accompagner par la chambre de commerce, comment la personne peut s'y prendre? Vous pouvez m'écrire. Non, sinon, non, on a une page web. En fait, on a des services de francisation
Alors oui, on accompagne, on a un mandat justement avec l'OQLF, c'est de vulgariser, d'aller à la rencontre des entreprises pour expliquer la compréhension de cette loi, etc. Donc on a tout un volet vulgarisation, outils à utiliser. Puis on a aussi des services de gratuits, tout ça est gratuit, hein, de francisation d'entreprise. On a un programme qui s'appelle J'apprends le français, qui distribue des cours de français en entreprise. Liés au secteur, etc., complètement gratuit. Fait que on a une page internet où vous pouvez m'écrire directement, ça me fera plaisir de vous Moi, envoyer. si je peux ajouter rapidement quelque chose, il ne faut jamais sous-estimer la quantité et la qualité des services qui sont offerts au Québec sur ces questions-là et d'autres également en lien avec ce que j'appellerais très largement la gestion de la diversité. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais je pense que pour des employeurs, ça peut être, tu sais, ce que vous faites à la Chambre de commerce, puis il y en a d'autres aussi qui offrent il y a toutes sortes je pense pas que c'est là qu'il y a qu'on a un problème, en fait, hein. Il y a toute une Il panoplie y a de une services qui sont. méconnaissance. Pardon? Il y a une méconnaissance, tu sais, souvent. Il y a une méconnaissance, effectivement. C'est ça, c'était mon deuxième point. C'est que ils sont là, mais il faut juste faut les trouver. Puis de plus en plus, je pense qu'on tend vers, c'est pas nécessairement juste des guichets uniques, mais enfin bref, tendre à peut-être un petit peu à rassembler les services et tout ça. Puis on connaît les principaux acteurs autour. Donc, ça demande pas une grosse recherche pour se rendre compte il y a des services qui sont des ressources qui sont très utiles, qui viennent de l'externe aussi. Non? Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Oui, Jean-François, vas-y. Oui, salut. Super intéressant. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'individu plus qu'à l'organisation et sa posture par rapport à la langue française et aux autres. Euh, Tu sais, la loi, elle permet pour la première fois dans l'histoire du Québec à un francophone de vivre dans sa langue, de travailler dans sa langue et de ne pas avoir besoin d'apprendre la langue de l'autre. Avant, un Québécois devait toujours apprendre l'anglais pour travailler ou du moins avoir une job de superviseur. Comment, dans une perspective d'inclusion, on explique à un travailleur immigrant ou un anglophone ou un allophone qui apprend le français, de dire c'est pas un fardeau que vous devez apprendre le français. Vous devez comprendre que dans une perspective historique, on a toujours demandé à un francophone unilingue d'apprendre le français. Donc, ne vous placez pas en position de victime, placez-vous en position, dans le fond, de et là, c'est remplir remplir la phrase. Comment qu'on y fait pour y dire, ben, tu rends service, dans le fond, quand tu apprends le français. Tu sais, les gens veulent que tu l'apprennes, donc vas-y. Puis oui, il y a des gens qui vont peut-être se moquer de ton accent ou blablabla, mais tu as aussi le choix de pas te concentrer là-dessus et te concentrer davantage sur ceux qui t'accueillent, ceux qui veulent que tu pratiques. Donc, comment on fait pour dire dans tout ce discours-là que tu sais, c'est une bonne chose, même s'il y a du changement organisationnel, c'est tout à fait normal, on doit s'adapter. Il y a juste au Québec que je comprends qu'on n'est pas content de parler la langue officielle, alors que moi, j'ai vécu en Allemagne, j'ai pas demandé à Angela Merkel de me payer pour apprendre la langue allemande, j'étais content de l'apprendre, etc. Donc, comment est-ce qu'on inclut ça aussi dans le discours pour dire, vous n'êtes pas des victimes, là, vous êtes capables, puis vous allez avoir une meilleure mobilité sociale et économique? Ben, premièrement, je sais pas si les gens sont si réticents que ça à vouloir parler. Évidemment, il y a ça dépend toujours si on parle de personnes récemment arrivées, ça dépend des pays de provenance, etc. J'aurais beaucoup de difficulté à dire que les gens sont réticents, puis il faut absolument les convaincre tu sais, parce que le français, c'est la langue parlée au Québec, et bon, etc., les enjeux culturels qui viennent avec et tout ça. Je ne sais pas jusqu'où il faut aller avec ça. Quand on a des personnes qui sont un peu réticentes à le faire, mais je sais pas, tu sais, je pense qu'il faut faire de la sensibilisation et tout ça. Moi, bon, des fois, j'aurais tendance à dire, mais tu sais, il me semble que c'est assez évident que le français, après, je suis pas certain. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup des Québécois francophones aussi qui sont moins contents de cette loi-là alors, tu sais, parce qu'ils voient peut-être comme un fardeau. Euh, la situation particulière du Québec en Amérique du Nord, c'est sûr. Tu sais, rappeler ces choses-là, peut-être faire des petits ateliers, dépendamment du tissu, je dirais comme ça, du tissu social des employés, peut-être
faire des ateliers, rappeler certaines choses. En général, les gens sont relativement, je pense, connaissants, là, toute chose étant égale par ailleurs, là, de la situation du Québec et tout ça. Je sais pas jusqu'où il faut aller là-dedans. Là. Honnêtement, mais je partirais pas de la prémisse que les gens sont nécessairement réticents. Quand je dis les gens, c'est les non-francophones, là, comprenons-nous bien, là, sont nécessairement réticents. Parce que de manière très anecdotique, là, je le dis, là, c'est pas scientifique ce que je veux vous dire. Moi, je connais beaucoup de francophones comme moi, ce qu'on appelait à l'époque des pure laine, qui, je dis pas qu'ils sont réticents à parler l'anglais, le français, c'est pas ça, que ça serait exagéré de le dire, mais qui ont qui passent rapidement à l'anglais en milieu de travail et c'est pas par inclusion pour les autres, là, c'est juste que considère. Donc, tu sais, il faut voir, il faut faire attention, je pense, à mon avis, si je peux me permettre, là, Jean-François, je te dis ça sans aucun paternalisme, mais que nécessairement les gens sont réticents, les allophones sont réticents, puis les francophones seraient comme ah, non, non, mais il faut apprendre le français, quelle belle langue, etc. Je pense que les choses sont plus complexes un peu. Mais bon. Ah bah moi, ce qui est sûr, c'est que dans nos retours là, de francisation en entreprise, c'est l'inverse qui se démarque. C'est que justement, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici parce qu'elles sont attirées aussi par la culture francophone. Tu sais, du Québec, etc. Je dis pas que tu sais, c'est à 100%, que c'est un monde merveilleux, tu sais, c'est très complexe. Mais tu sais, je pense que c'est ce qu'on voulait aussi passer, je me permets Sébastien de dire ça, mais tu sais, c'est de dire que tu sais, pendant très longtemps, cette responsabilité de francisation, là, tu sais, elle était sur les épaules de la personne en apprentissage, tu sais, non francophone, Oui, puis au sein ben de oui. l'organisation pour faire du... Tu sais, c'était la personne RH ou en administration qui gérait ça. Tu sais, à la limite, où pourquoi la loi est perçue comme telle, c'est parce que ça rajoute, tu sais, une charge administrative supplémentaire. Cela dit, tu sais, c'est une occasion, tu sais, de se dire, bah, tu sais, c'est pas, on en a déjà parlé, toi et moi, tu sais, c'est une responsabilité collective, puis tu sais, c'est là qu'on vient chercher, tu sais, le projet commun du Québec, tu sais, autour de la langue et d'une culture francophone commune. Puis tu sais, c'est ça qui fait qu'il y a de l'adhésion, je pense. Je vois Corinne, en plus, j'imagine ce que tu vas dire. Merci beaucoup à vous deux. Ça prend une application qui s'appelle VIF 360 pour ça, là. C'est ça que ça prend. Oui, Corinne. Bonjour Clémence et Sébastien, ça me fait plaisir de vous revoir. Merci pour cette intervention-là, c'était très intéressant. Peut-être un commentaire plus qu'une question parce que moi je suis pas à Montréal. C'est pas du tout la même réalité en région. Je suis à Québec, c'est pas du tout la même réalité en région, même si Québec ça reste quand même une grande ville. Qu'à Montréal. Mais quand on parle aux entreprises qui reçoivent des personnes immigrantes qui doivent être francisées, il y a plusieurs éléments qu'on entend quand on va les rencontrer. C'est d'abord des francophones qui arrivent et qui parlent français mais pas québécois. Donc, il y a tout un apprentissage aussi du niveau de français de Québec à prendre en considération dans des milieux parfois où les rythmes de travail sont assez soutenus et on laisse pas beaucoup de temps aux gens, le temps de s'adapter. Puis ce que j'ai vu aussi, c'est peut-être de devoir sensibiliser les équipes d'accueil par rapport au fait que tu en parlais tout à l'heure, Clémence, le poids cognitif de ce que c'est que de travailler dans une langue qui n'est pas la sienne. Ben, peut-être que le midi, ça fait du bien de se retrouver entre personnes qui parlent la langue maternelle pour pouvoir reposer un peu ses neurones parce que ben, c'est pour les personnes autour de l'écran là, qui ont déjà travaillé dans une langue qui n'est pas la leur, qui n'est pas la langue maternelle. C'est très lourd, c'est très difficile, c'est très demandant. Puis la pause du midi, si on peut reprendre sa langue maternelle pour se reposer un peu, ça fait beaucoup de bien. Puis c'est pas pour ça qu'on va, c'est pas parce qu'on fait ça qu'on veut pas apprendre le français, c'est pas parce qu'on fait ça que on dit du mal de ses collègues, mais c'est parfois très très mal perçu. Donc il y a toute une sensibilisation à faire dans les équipes aussi pour leur expliquer que c'est un besoin de se reposer un peu le cerveau le midi parce qu'il faut réfléchir tout le temps. On est sur des chaînes de production parfois. On parlait du milieu du jeu vidéo. Clémence, tu parlais des jeux vidéo, mais quand tu es dans une usine, même si c'est pas des grosses structures où il y a 30 40 personnes, mais
Tu sais, il y a toute la santé, sécurité, il faut faire attention à ce qu'on fait, respecter les consignes, bien comprendre les consignes, s'assurer qu'on fait les choses correctement et tout. Donc, il y a tout ça aussi à prendre en ligne de compte, à prendre en considération quand on fait un apprentissage en français dans les entreprises. Puis les gens sont motivés, tu le disais, là, les gens sont vraiment motivés. Ils veulent apprendre le français, ils veulent s'intégrer, ils veulent travailler en français. Mais c'est ça, c'était juste, Malheureusement, c'est pas toujours le discours officiel. Si tu me permets rapidement, Corinne, qu'on entend. Tu vois? je le sais, je le sais. Mais ça, bon. Mais c'est un petit rappel pour dire Non, que ouais, non, c'est bon de le rappeler. C'est bon. c'est ce qu'on voit dans les organisations aussi. Tu sais, moi, je fais des entrevues en ce moment. Puis, on reproche aux personnes immigrantes de pas aller assez vite, de pas apprendre le français assez vite. C'est une langue qui est difficile. Donc, faut le prendre en considération. Ça se fait pas en 2 jours d'apprendre le français, hein. C'est long. Voilà, c'était mon petit édito. Merci. Mais t'as raison, c'est pour ça qu'on évoquait avec Sébastien, c'est la responsabilité collective, c'est d'en faire un projet. C'est parce qu'on s'entend quel est le... Puis là, Clarisse, je te donne un autre sujet de discussion. Mais tu sais, c'est quoi le rôle d'une société d'accueil, tu sais, au sein de la société, au sein même de l'entreprise, etc., tu sais, dans la valorisation de cet apprentissage, etc. Puis juste pour revenir au cadre légal, en vrai, la loi 96, elle interdit pas l'utilisation d'autres langues hein, sur le milieu de travail. Fait que, tu sais, les temps, tu sais, où justement je vais me reposer, puis tu sais, je vais utiliser ma langue maternelle, tu sais, pour souffler un petit peu, etc. C'est totalement permis. Puis ça aussi, c'est important peut-être de l'expliquer davantage. Tu sais, de déconstruire tout ce on s'imagine qui enrobe cette loi 87. Vraiment. Écoutez, merci, un énorme merci tous les deux, Sébastien et Clément. C'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Puis je vois Laurence qui a applaudi aussi. Et Laurence me l'a dit en petit commentaire. On a vraiment aimé le fait d'avoir cette discussion entre vous deux, quelqu'un universitaire et quelqu'un de terrain. C'est vraiment enrichissant. Donc un grand merci C'est à tous une les deux. distinction, Clarisse, que tu ne devrais pas faire. Non? Parce que Clémence est capable totalement d'élévation, puis moi, je suis capable d'élévation conceptuelle, puis moi, je t'agace un peu. Puis moi, d'aller sur le terrain. Mais je te fais une petite blague, là, c'est juste pour... Ouais. Voilà. Non, et C'est bon. puis je sais très bien que Clémence est capable, mais d'avoir, je parlais plus du monde universitaire, là, des fois on est un peu dans Je notre... ne veux pas te mettre mal à l'aise, là, c'était juste pour... effectivement. Mais un grand merci vraiment à tous les deux, c'était très intéressant. Merci aux participants qui étaient présents aujourd'hui aussi. C'était un plaisir de vous avoir dans la salle et dans la conversation aujourd'hui. Merci pour Merci à tout l'invitation. le monde. Merci d'avoir été là. Merci Merci à beaucoup. tous. Merci Plaisir. Clémence. Salut. Merci. Merci Merci. Bye. Sébastien. Merci, hein. Merci. Ouais. Merci. Au revoir.